Alors, Détective D, la saga, c'est 3 films, tous de Tsui Hark, donc qui est un réalisateur né au Vietnam, mais qui est hongkongais. Voilà, il est réputé pour faire du Wujang Pian. Alors, je vais tout mal prononcer, hein, bien sûr. Voilà, soyez au courant. Donc, le Wujang Pian, qui est donc le type de film de KPDP chinois, relancé par Tigre et Dragon en Occident. Voilà. Ainsi, il est né au Vietnam. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il est hongkongais, mais très bien. Enfin, pour moi, il doit être vietnamien, puisque quand tu nais... Enfin, pour moi, tu nais dans un pays, donc t'es de la nationalité du pays, mais peut-être pas que ça se passe comme ça, là-bas, je sais pas. Donc voilà. Donc ces films-là ont été relancés par Tigre et Dragon de Ang Lee, mais on peut aussi citer d'autres gens connus comme Jang Hee-moo, que vous connaissez forcément, parce que vous avez forcément entendu parler de Hero, de Le secret des poignards volants, entre autres. Il y a d'autres gens et d'autres titres, mais c'est vrai que là, ils sont bien moins connus, quoi. Sur la nationalité ? Oui, il y a la nationalité de terre et de sang, ou je sais pas quoi. Comment ça, non, c'est selon les financements. Tu réponds à quoi? Parce que là... Vu au cinéma, moi je les ai pas vus du tout au cinéma. J'ai pas vu ces films-là au cinéma. Aucune idée. Très bien, je te dis. Très bien. Sachant que dans ce genre-là, visiblement, on se tabasse avec des armes. Enfin, c'est des films de bagarre. Donc c'est à la fois de l'art martial, enfin des arts martiaux en général d'ailleurs. Et dans chaque film de Détective D, au moins, je sais pas si c'est la généralité, parce que là, j'ai pas poussé le sujet plus loin, c'est que chaque personnage a une arme dédiée pour refléter son caractère. Et si vous avez eu l'œil, vous avez à peu près deviné très vite. Genre, quand on voit l'espèce de flic, le flic dans le premier qui est albinos, il a une hache. Et il est très sanguin, et très colérique, très violent. Donc ça reflète bien son caractère. Ou par exemple, Shatta, donc, qui est le contremaître de l'énorme Bouddha qu'ils vont construire. C'est une lame grossière, c'est-à-dire c'est un bout de fer avec des dents. Et en fait, ça reflète son côté populaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas une épée de ouf. Il se sert de ce qu'il traîne et il se tabasse avec, quoi. Eddie, par contre, qui représente la justice et... Là, il vient m'insulter, genre. Il représente la justice et le fait d'être... pas clément, mais attendez, dans le 3, c'est très bien évoqué. Enfin, il négocie à chaque fois. Et il est très dans la tempérance, il veut jamais aller au combat tout de suite. Lui, il a une masse. En fait, ce qu'ils appellent masse, moi je trouve pas que ça soit une masse, mais en fait, c'est une espèce de... Il a 2 armes différentes d'ailleurs. Il a une espèce de bâton en fait qui sert à taper les points vitaux. Et donc ça tue pas en fait, ça bloque les ennemis ou ça les rend HS, mais ça ne les tue pas. Mais on en reparlera des points vitaux dans le 3e film. Voilà. Alors, le premier Détective D qui, dans la langue de... Je n'ai pas d'idée de Mao Zedong, c'est terrible, se dit... Voilà. Donc Détective D et le mystère de la flamme fantôme. En gros, l'impératrice, qui est une réelle impératrice, dont nous parlerons quand je parlerai de l'épisode 2, a réellement existé, et donc elle fait construire un Bouddha géant, enfin un soupa, je crois, un soupa géant, donc un Bouddha géant de 66, je sais plus quoi, lits de long, un truc comme ça, enfin bref, il est très très haut. Et pendant la construction, juste avant la construction doit se terminer à son intronisation au trône, et il y a des meurtres assez chelous qui se produisent à la toute fin du chantier. En gros, les gens prennent feu spontanément. C'est de la combustion spontanée d'un seul coup. Et il y a toute une histoire de superstition. En gros, celui qui meurt en premier est le contremaître. Et il aurait déplacé des espèces de tissus avec des prières dessus
pour honorer un grand maître. Et en fait, en ayant déplacé ces bannières, il serait maudit. Donc c'est pour ça qu'il aurait pris feu. Et pareil pour celui qui va s'enflammer ensuite. Et donc on appelle Détective D qui, à ce moment-là, en fait, de sa vie, est en prison, est en zonzon, parce qu'il était contre l'impératrice, et donc il a été foutu en zonzon. Et l'impératrice, elle est pas conne, elle l'appelle quand même elle le fait revenir pour travailler sur ce mystère. Et donc on va découvrir pourquoi les gens prennent feu d'un coup. C'est tout le monde des batailles de rue ou de bar, quoi. Aspect avec truc qui se passe. Quel enfer. Alors, dès le départ, on voit direct le symbole de l'impératrice, qui est le phénix. Si vous avez suivi ma vidéo sur les symboles du phénix, eh bien vous savez que c'est le symbole de l'impératrice, alors que le symbole de l'empereur, c'est le dragon, et c'est pour ça que c'est très important dans le 3e film. Et c'est pour ça que l'empereur, il est en mode « Wouah, putain, un dragon qui vole !» Quand il y a un dragon qui vole dans le 3. Parce que c'est son emblème, et ça veut dire que, effectivement, sa dynastie sera... c'est un bon présage, quoi. Et elle, c'est le phénix. Et c'est pour ça que sur son... Alors, je connais pas les noms des habits, je suis désolée. Mais sur son très grand habit, là, il y a souvent des phénix. Autour d'elle, il y a des phénix. Enfin bref, il y a des phénix partout. Même dans sa coiffure, il y a des phénix. Parce que c'est vraiment l'emblème des impératrices chinoises. Dans le premier... c'est marrant parce que le premier volet est bien plus dans l'opposition superstition versus science. Alors que dans les deux autres, on va aller à la fois dans le mysticisme et dans la science, et dans la réflexion, etc. Et en fait, visiblement, c'est un des canons de... Comment il s'appelle ? Des enquêtes policières chinoises, en fait. Il y a vraiment une différence entre les enquêtes policières occidentales et orientales. Dans l'Orient, en fait, visiblement, c'est OK qu'il y ait du mysticisme, des fantômes, qu'on parle aux animaux, etc. Il n'y a pas de souci avec ça, tout en résolvant un mystère totalement logique, etc. Parce qu'après, tout expliquer au bout d'un moment ce qui se passe, pourquoi les gens prennent feu, comment ils prennent feu, dans quelle étagère, on parle même du phosphore, etc. Enfin, en fait, il n'y a pas de souci à mêler ésotérisme et raisonnement logique. Et moi j'adore, tout ce qui est what the fuck, donc franchement, c'est un Sherlock Holmes bien plus pimpé à mes yeux que les Sherlock Holmes classiques. Et c'est vraiment, on suit vraiment la même trame que les Sherlock Holmes d'habitude, puisque Detective D, c'est vraiment le premier Sherlock Holmes du monde, c'est un vrai homme qui a vraiment existé, puisqu'il est né en 630 après JC. Donc bien avant Sherlock Holmes, et ensuite on va raconter ces histoires dans plein de livres, et coucou Kéferan. Et voilà, et en fait c'est vraiment la même trame. Et d'ailleurs Tsui Hark a dit, en parlant de ces films, qu'il voulait vraiment réhabiliter la figure de Detective D dans le monde, et montrer que Sherlock Holmes, il était là après Detective D, quoi. Jean-Claude, qui est Jean-Claude? Un DL de GTA, un PDF 53 pages, toujours plus. JC ? Ah, JC, d'accord. Pardon. JCVD, donc. Jean-Claude Van Damme, bien sûr. Après, Jean-Claude Van Damme, donc. Bon, alors l'intro, c'est du foreshadowing à balle, hein. Alors, je sais plus pourquoi j'ai écrit ça, mais ça doit être vrai. Parce que moi, je les ai déjà vus 2 ou 3 fois, donc je les connais quand même pas mal. Moi, j'ai trouvé que les morts étaient bien dégueulasses. Bizarrement, c'est le seul qui sera un peu trash, je trouve. Dans les autres, c'est calme. Dans celui-là, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, les mecs, ils prennent feu bien comme il faut, quoi. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Voilà. J'aimerais pas faire la combustion spontanée, en fait. Je vous ferai un résumé à la fin du live. Quel dévouement. C'est un sale type, en même temps, il a été écrit pour ne pas être apprécié. Ah ouais ? Je savais pas qu'il était écrit pour ne pas être apprécié. Par contre, là, Detective D, il est vachement marrant. C'est un mec alors, c'est pas... Je pense pas que ça soit exactement le vrai gars, mais en tout cas, il est vachement... il est taquin, voilà. Il est taquin. Dans le 2, encore plus, parce qu'en fait, le 2 et le 3, c'est sur la jeunesse de Detective D. En gros, ça, c'est quand il est vieux. Sa dernière enquête, presque. Et les 2 autres, c'est des préquels. Et en gros, il est taquin.
Par contre, je crois qu'il est ace parce que visiblement, aucune meuf lui tape dans l'œil, alors que dans le 2, il est censé côtoyer la plus belle meuf du royaume. Il est en mode... par ici, il faut faire avancer les requêtes, là, maintenant. Et c'est très drôle. Et t'es même deg, les gens comprennent pas. Et avec tué... Ah putain, c'est ouf. C'est ouf, je savais pas. Oui, c'est vrai qu'il a un peu renfrogné et tout. Bah, j'ai lu qu'un seul Sherlock Holmes, c'était Les Chiens de Baskerville. Et on le voit qu'à la fin, donc vraiment, j'ai lu la pire représentation de... Je me suis un peu fait chier en plus en lisant son livre, j'étais là, oh, c'est pas ouf. Bon, à la fin, ça va, mais voilà, quoi. Bah oui, Joel Toid, c'est pour ça que c'est pas le même acteur, en fait. D'ailleurs, moi, ça m'avait beaucoup choqué, j'étais là, mais pourquoi il a pas la même gueule? Mais en fait, c'est parce que c'est jeune détective... D'ailleurs, le deuxième s'appelle, en fait, Young Detective D. Et le 3, ils ont abordé le Young, mais voilà. Mais ouais, je savais qu'il avait tué Sherlock et qu'ils étaient pas très contents. Mais comme Maurice Leblanc avec Arsène Lupin, à chaque fois, il tue leur héros, mais les gens, ils sont en mode... Rendez le personnage. Donc voilà, bah alors, les seuls trucs qu'on pourrait rapprocher entre Sherlock et Détective D, c'est qu'ils... Oui, Arsène est mort. Désolée de te l'apprendre, Anouma. C'est qu'ils sont à peu près ace, qu'ils ont un gros cerveau et qu'ils ont un esprit de déduction assez ouf, et qu'ils se battent pas mal. Enfin, Détective D, ils se battent, quoi. Mais moi aussi, j'adore ce perso, j'ai tous les bouquins derrière moi. Ah, faut que tu finisses de les lire, moi je les ai lus, je les ai finis il y a... Voilà. Et voilà, et ben sinon, le caractère, ouais, pas du tout. Détective D, il est bien, il est trop mignon, il est hyper gentil, il est un peu taquin. Bon, après, pour résoudre une enquête, il n'hésite pas à voler des trucs qui sont pas à lui. Voilà, quoi. T'as un truc que t'as pas capté? Bah, si tu veux en parler, hésite pas, je t'expliquerai. Parce que moi, c'est vrai que la première fois où j'ai vu chaque film, en fait, il y a tellement d'informations et tellement de... Bah, c'est des films chinois, donc il y a énormément Déjà, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? De figurants, c'est très... ça explose au visage tellement il y a de couleurs. Il y a beaucoup d'action, la caméra, elle change beaucoup de plans pour montrer... voilà, quoi. T'as jamais lu Arsène, mais fan de Holmes, et j'adorais les détectives. Arsène Lupin, c'est pas des enquêtes, hein, puisque c'est l'inverse, c'est un voleur. Donc c'est... Et d'ailleurs... Maurice Leblanc se fout de la gueule de Sherlock Holmes, puisqu'il y a Herlock Sholmes, qui est un détective dans Arsène Lupin, qui est censé être Sherlock Holmes, sauf qu'il l'attrape jamais, donc bon. Voilà. Herlock Sholmes, ouais. Oui! Non mais laisse tomber, je suis un collab sur Arsène Lupin, c'était mon premier crush, donc c'est facile. Premier crush. Et ensuite, il y a eu Elijah Wood qui est passé par là. Je rêve d'un film sur Herlock Sholmes. Ah, moi, je m'en bats les couilles de lui, donc m'en fiche qu'il soit là. Déjà, je voudrais un film avec un Lupin potable, et après, on en parle, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est un de mes premiers livres où j'ai carrément scellé des pages avec des trombones, parce que je ne voulais plus jamais relire ce passage-là, parce qu'il est beaucoup trop triste, dans 813, pardon. Passage beaucoup trop triste dans ce livre. Ça se fait Herlock Sholmes qui rappelle le caca à tous les fans de Sherlock. J'ai tout reclassé dans ma tag. Bah, tu me diras... Hésite pas, je te le dis. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. Mais voilà. Ah oui, j'ai marqué pauvre chevaux, parce que les chevaux se font un peu batailler la gueule dans ce film-là. Enfin, ils se font pousser, quoi. T'es là, mais allez vous battre plus loin, quoi. Laissez les chevaux tranquilles. Dans celui-là... Alors, ces 3 films-là vont dépeindre une impératrice assez vénère. Et en fait... Oh bonjour Tonkinet! Merci beaucoup pour ton abonnement du 14e mois! Bienvenue! Je vais y arriver! Comment ça va? Les chouals, ouais, les chouals. Pardon, mais Détective D a l'air cool. Il est très cool. Il est bien plus cool que... En fait, c'est un Arsène Lupin Sherlock Holmes, quoi. Et ben ça va. Hyper intelligent et hors norme, et on n'est pas censé le trouver positif. Bah... Oui, ouais. Mais les gens aiment bien les gens antipathiques, hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé les flics, mais parce que je sais qu'ils deviennent moins cons au fur et à mesure. Enfin, en fait, les flics dans tous les films sont présentés comme des espèces de débiles,
qui sont censés faire leur taf et donc ils sont en mode... Et à la fin des films, Détective D, il les a convaincus qu'il faut arrêter d'être con, quoi. Donc c'est pour ça que à chaque fois je suis... Et en plus ils ont toujours des coiffures improbables, genre le premier il est albinos et le deuxième il est rouge, enfin il a les cheveux rouges, puisqu'en fait le 2 et 3 c'est dans la même timeline, enfin c'est juste après. Donc en fait c'est comme si c'était une histoire divisée en deux, quoi. Donc c'est marrant, on retrouve les mêmes personnages, alors que le 1 c'est vraiment tout est différent, quoi. Et donc, dans les 3 films, on va dépeindre... Enfin, Tsui Hark a pris la décision de dépeindre une impératrice très vénère, mais il montre bien dans le premier qu'elle est pas... Il est force détective. C'est étrange comme coiffure, Albito, c'est vrai. Mais dans le 1, en tout cas, il montre... Enfin, Détective D, qui était contre son accession au trône... Lee, en fait, dans sa prison au tout début, il fait un subterfuge, en fait, il se coince des... C'est dégueulasse. Il se coince des pétales de fleurs dans les yeux pour faire croire qu'il est aveugle. Et en fait, comme il est pas aveugle, il peut lire tous les rapports qu'on lui envoie et qu'il doit brûler, en fait, lui. Il est au service de l'autodafé, je pense. Je sais pas comment on va appeler ça. Mais en gros, tous les rapports qui sont un peu périmés ou qui servent plus à rien, on envoie à 2 personnes dans la prison qui brûlent les rapports puisqu'ils sont aveugles. On s'en fout qu'ils lisent les rapports. Sauf que, évidemment, c'est un subterfuge pour Détective D qui a trouvé la planque idéale pour savoir comment va le pays. Et en gros, il lit tous ces rapports et il se rend compte que, même s'il est contre le fait qu'elle soit un peu vénère à l'impératrice, il se rend bien compte qu'elle n'est pas si vénère. Enfin, elle n'est pas si inutile que ça et qu'elle est même plutôt coriace parce que effectivement, pendant son règne, ça va être une période florissante sur beaucoup d'aspects en Chine. Mais on y reviendra. D'ailleurs, pour parler de Wu Zetian, comme elle s'appelle, donc qui est l'impératrice, j'ai regardé la toute petite vidéo déculottée et c'est là où tu te rends compte que tu peux faire dire ce que tu veux à ce que tu viens de lire parce que en fait j'ai lu tout wiki, ensuite j'ai regardé la vidéo et c'est pas tout à fait le même truc, hein. Je pense que je pense qu'on n'aura jamais la vérité sur rien, mais l'un et l'autre prennent position dans deux... Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, surtout qu'elle a été défoncée juste après sa mort par le confucianisme, puisqu'elle a bien démonté beaucoup de coutumes de l'époque parce que ça l'arrangeait pas. Donc en fait, elle fait casse sa tête, et donc on l'a bien démontée par derrière, mais... elle a été réhabilitée pendant la Chine communiste, donc ça fait que en fait personne ne saura jamais ce qui est vraiment tout ça, donc il va falloir tout prendre avec des pincettes de tout ce que je vais vous dire parce que on ne sait pas. Je pense qu'on ne sait pas, et les culottés, ils ont un petit peu, elle en parle de temps en temps, mais elle a un peu omis des trucs, je pense. Attends, quoi ? Des pétales blanches comme des lentilles. La douleur. Non mais je veux pas... Ne parlons plus de ça. Moi qui ai une phobie des yeux, quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Ah, PLS. Voilà. Et encore ça va, dans le 3, il y a plein d'yeux, mais ça va. Ça me dérange pas, c'est des yeux en 3D. Donc, quand elle dit dans le premier opus, l'important c'est de rester en vie, c'est exactement son leitmotiv à cette dame. Toute sa vie, elle va tout faire pour avoir de plus en plus de pouvoir, asseoir de plus en plus son règne, qu'on ne l'oublie pas, et elle va tout faire pour rester en vie, pour rester le plus longtemps possible et continuer à garder son pouvoir. En fait, elle est vraiment... En fait, le premier épisode, c'est vraiment l'épisode de l'ego, du pouvoir et de la confiance. Parce que vraiment, tous les personnages sont en mode j'ai de l'ego, je ne lâcherai pas cet ego, je veux un maximum de pouvoir. Et à l'inverse de ça, t'as le pouvoir de la confiance en les autres. Voilà, parce que malheureusement, quand t'as du pouvoir, tu peux pas avoir confiance dans les autres, puisque tu penses toujours que les autres vont vouloir ton pouvoir que tu veux. D'où la statue géante qu'elle dédie à son mec. Mais bon, voilà quoi. Mais elle est vraiment... je pense qu'elle veut vraiment... elle veut vraiment faire cette statue pour son mec, mais bon, c'est quand même une statue géante, quoi. Donc voilà.
Là, ce qui est bien dans ce film-là, et c'est ce que je reproche en fait au film 2, c'est que là, il y a quand même donc l'impératrice qui est vachement puissante, et sa chef, sa sous-fifre, je sais pas comment on peut l'appeler, sa chef des... Je sais même pas ce qu'elle est en fait. Mais elle a à ses côtés une meuf extrêmement forte. D'ailleurs, petit fun fact, donc en fait cette personne s'appelle Shangwang Wanhe. Et en fait elle existe vraiment, elle a vraiment existé, c'est une vraie personne, mais elle n'était pas du tout bagarre. Elle était poète, écrivaine et politicienne. Et elle meurt pas. Grand officier... Ah ouais, je me souviens plus du tout des titres, hein, je suis désolée, il y a 4 milliards de titres. Donc je me souviens pas, mais en tout cas elle ne meurt pas et elle va même succéder à l'impératrice puisqu'elle va être aussi au service de son fils. Donc voilà, dans le film elle meurt, mais désolé spoil, mais là elle ne mourra pas, en vrai. Légère défense, ouais. Légère. Là elle est vraiment en mode bagarre quoi. Et donc c'est stylé de voir une meuf se bagarrer, tout ça. Et c'est ce qui manque en fait au deuxième opus, qui est vachement faible niveau représentation féminine. Dans le 1, t'as des meufs hyper badass. Dans le 3, t'as une meuf hyper badass. Même la vieille, elle est hyper badass. Moi, je l'adore, la vieille. Toujours l'impératrice, qui est toujours au summum. Et dans le 2, t'es là avec une meuf des modèles en détresse. C'est pour ça que j'aime moins le 2, en fait. Genre première ministre qui casse des bouches. Non, elle est même pas première ministre, en vrai. Elle est chef de la garde ou un truc comme ça. Enfin, je sais même pas ce qu'elle est, en fait. Ouais, le 3, je l'adore. Mais le 3, je l'aime beaucoup en plus pour la fin, la morale de la fin. Incroyable. Donc en vrai, voilà. Alors, ces 3 films, c'est pas que de l'enquête, en fait. C'est beaucoup de jeux de mascarade et de... En fait, il y a une histoire qui est assez simple, et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite couche, et une petite couche encore, et encore plus une couche au-dessus, et encore une couche. Et en fait, tu te retrouves avec des embrouillots de bordel, de gens qui veulent tuer d'autres gens, et qui... ça va se retourner contre eux parce que machin a fait truc, et c'est insupportable. Changement d'écriture, c'est volontaire? Oui, bien sûr. Tout personnage réel dans ces films-là, c'est du scénario. C'est juste du divertissement. Et il a clairement dit il a juste pris une meuf qui était vraiment connue et il en a fait ça. Mais il respecte un truc, c'est qu'il a vraiment été... j'ai pas compris ta question. Ah, ce changement d'écriture entre le 1 et le 2? Ça, je sais pas, attends. Non, il voulait... Mais elle est mignonne, cette romance, en plus. Parce qu'en fait, c'est une demoiselle en détresse, mais il y a une romance par-dessus, et elle est vraiment... Enfin, moi, je la trouve très choupie. Voilà. Mais j'ai rien de plus à dire, parce que c'est juste une concubine, et c'est vraiment le rôle de la concubine, cette fois-ci, parce qu'on verra avec l'impératrice qu'elle a aussi été une concubine. Mais c'est pas le même destin, on va dire. Non, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Alors, à la chorégraphie de la bagarre, nous avons Samo Kangbo, qui a aussi fait Ip Man 1, 2 et les 3 royaumes, si vous connaissez. Et ça a été un bordel monstre, parce qu'en fait, dans ce film, il y a une scène entière qui se passe dans une grotte, qui est immergée d'eau. Et en fait, c'était tellement le sbeul pour tourner cette scène que il y a un des plans qui a duré 16 heures pour être tourné. 16 heures, c'est improbable. 3 jours de tournage à l'intérieur avec un système de câbles au sol électrique. J'ai rien compris. J'ai vu plusieurs trucs en parler et j'étais là, mais je ne comprends pas ce que c'est. Comment on peut foutre de l'électricité avec de l'eau ? En gros, visiblement, les caméras devaient être sur des espèces de trépieds électriques sous l'eau. Tout le staff était en scaphandre, qui les empêchait qu'une seule chose, visiblement, c'est d'échapper aux moustiques. Il y avait 8 plateformes de 12 mètres de haut pour pouvoir accrocher les comédiens à l'intérieur. Ah oui, et cette grotte est une grotte comme Lascaux, en fait. C'est une vraie grotte touristique. C'est comme si on tournait un film à Lascaux, quoi. Ça n'a aucun sens. Et donc, ils ont construit 1 milliard de plateformes, des tremplins et des trucs avec de l'électricité. Et tous les acteurs tombaient dans l'eau. En fait, à chaque fois, ils faisaient une cascade, plouf, ils tombaient dans l'eau glaciale. Et donc, le chorégraphe, il était en mode « Au secours, on va jamais s'en sortir. » Tout le monde va se noyer. Et donc, il y avait des trépieds, des câbles, j'ai rien compris. Enfin, ça avait l'air d'être épique. Et voilà, et un seul plan en 16 heures. Quoi. Horrible.
Mais moi, je me demande... Enfin, en fait, quand tu la vois, tu te rends pas compte qu'elle a l'air hardcore, cette scène, mais en fait, si. C'est juste des histoires de pression de production haute pour mettre de la romance. Et... Aucune idée. Aucune idée. En fait, là, je vais vous donner 2-3 trucs sur la production. Je n'ai pas les budgets du 2 et du 3. Et j'ai littéralement rien pour l'épisode 3. Je n'ai rien à vous dire sur l'épisode 3. Enfin, à part des trucs de la culture. Ces films sont mystérieux. Voilà. Donc j'ai 2-3 trucs pour l'épisode 1. J'ai encore moins pour l'épisode 2 et j'ai rien pour le 3. Donc je ne sais absolument pas pourquoi il y a une demoiselle en détresse dans le 2. Peut-être juste il avait envie d'une demoiselle en détresse et il a le droit. Enfin voilà. Une grotte artificielle, ça aurait été plus simple. Non. Non, parce que dans le 2, il y a une grotte en 3D et c'est pas plus simple visiblement. Attendez, c'est dans le 2 ? Oui, c'est ça, c'est dans le 2 où il y a une grotte en 3D avec la bagarre avec le monstre là. C'était pas plus simple en vrai. non, mais c'est des Chinois, hein. C'est la Chine. Termes de production, ils sont en mode Hollywood, je te mange. Non, ils sont vénères. Ils sont vénères. S'il faut, c'est une grotte importante. Dans le folklore, je sais pas. Non, j'ai juste vu que c'était une grotte touristique. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, mais c'est un peu comme Lascaux, mais les gens ont comparé ça à Lascaux, mais je ne sais pas. Je ne sais pas plus. Lors du tournage du 3, il est classé confidentiel, mais c'est trop bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Karina Lowe, qui joue l'impératrice, a dû prendre des cours de cheval et de l'étiquette pour faire son rôle. Et moi, je la trouve incroyable dans ce rôle. Elle est magistrale, l'impératrice. Enfin, un détective 10 sans Karina Lowe, ça serait chaud, je pense. La statue fait bien 80... Ah, elle fait 80 mètres, visiblement, la statue. Et elle a été réellement construite. Et on pouvait la visiter. Donc les journalistes pouvaient rentrer dedans. Et il y avait une circulaire de je sais pas combien de mètres pour faire un petit tour dans la statue. Et elle a coûté la bagatelle de 12 millions de dollars. Voilà. Des cours de cheval. Bing Bing, donc la personne qui joue Wonder, donc la meuf chef des armées, je vais l'appeler comme ça, chef des armées de l'impératrice, même si elle n'est pas du tout le chef des armées. Hein. Elle a pris des cours d'arts martiaux, et vous allez voir, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui vont prendre des cours d'arts martiaux parce que c'est pas évident, visiblement. 140 heures, Joel Toy. Non, je déconne. 12 millions. Combien voilà. Et Andy Lau, lui, il a pris des cours de psychologie criminelle. Donc, c'est celui qui joue Détective D pour ce premier opus. Et donc, il va prendre des cours de psychologie. Voilà. Et ah oui, alors, tous les décors ont été au maximum. Alors, il y a très peu de documents. Enfin, visiblement, ils ont essayé beaucoup de se baser sur les documents d'époque, sur l'archéologie actuelle, etc., pour reproduire les décors de cette capitale qui n'existe plus, je pense. Pareil pour les costumes, etc., des 3 films. En fait, les équipes techniques ont essayé de faire très attention à tout ça, mais il n'y a pas 1 milliard de documentation, visiblement. Donc, ils ont fait de leur mieux. Donc, ce que vous voyez est potentiellement vrai, potentiellement pas vrai. Voilà. Désolée, je n'ai pas plus précis. Voilà. Alors maintenant, on va parler de Détective D. Regardez comme il est beau. Je déconne. Donc, Détective D qui, en fait, s'appelle Di Renji, je ne sais pas comment on prononce ça, qui est un homme politique de la dynastie Tang et Zhou, qui est donc né en 630, environ en 630, et qui est mort le 15 août 700. Peut-être pas que c'est vrai, peut-être pas que non, hein. Voilà, exactement. Il a été 2 fois chancelier, premier ministre, les 2 termes visiblement, mais c'est pas exactement ça, donc voilà. Accroché sur Détective D, c'est officiel. Ah non, moi je l'aime bien, mais ça va, c'est pas... Non, il y a rien, il est sympa, mais c'est tout, quoi. Pour l'impératrice, donc c'est vraiment un homme d'État de l'époque et qui a vraiment parlé à l'impératrice, etc. Il est d'ailleurs connu pour avoir tempéré le régime de terreur qu'elle a imposé. En gros, c'était un des seuls qui avait l'audace de s'opposer à elle. Il est gentil, mais non, c'est ça. Non, mais il est gentil comme comment il s'appelle
En vrai, j'aimais bien l'albinos aussi, et puis j'aimais bien toutes les meufs, et puis j'aimais bien le médecin, mais voilà, sans plus, quoi. Ils sont sympas, mais c'est tout, quoi. Voilà, je n'ai pas de crush. Non, mais moi, quand je crush, c'est compliqué. Enfin, c'est rare, mais quand c'est là, c'est là. Donc, il s'opposait à l'impératrice quand c'est nécessaire. D'ailleurs, ça en fera quelqu'un qui est extrêmement respecté à la fois par les autres, mais aussi par l'impératrice, qui lui donnait des traitements de faveur, comme par exemple, elle lui demandait de ne pas s'incliner face à elle. Et à chaque fois qu'il voulait prendre sa retraite, elle était en mode « Non, mais reste, s'il te plaît, j'ai encore besoin de toi et tout. » Donc visiblement, il n'a pas eu droit à sa retraite. Mais voilà, il est quand même décédé au bout d'un moment. Et quand il est mort, elle a dit que le palais du Sud, donc le palais de l'administration, était bien vide. Voilà, donc vraiment, elle le kiffait. C'est peut-être le seul qu'elle a kiffé de sa vie, parce que bon, elle a fait un petit peu le ménage. Et à la mort... Ah oui, donc avant d'être chancelier et tout ça, il venait de la province de Bing, et il était réputé pour être un juge prolifique et plutôt partial, c'est-à-dire qu'il faisait énormément de jugements, etc., mais personne n'avait rien à redire à la fin. Donc, visiblement, il était très au taquet, etc. Tu rentres en retraite une fois mort, exactement. Laissez-moi retrouver mon potager de pépé. Non! Un petit peu le ménage. Voilà, c'est un euphémisme. À sa mort, elle lui donnera le titre de duc Wenhui de Liang. C'est le titre le plus haut possible dans la hiérarchie chinoise, sachant que c'était impossible pour lui d'y accéder, puisque sa naissance est de caste très basse. Enfin, c'est pas des castes, mais il est très très bas dans la hiérarchie. Et pourtant, l'impératrice va lui donner, parce que en fait, elle considère que si tu mérites, t'as quand même droit au titre honorifique. Bon, on verra que c'est aussi parce que ça l'arrange à beaucoup de moments. Donc voilà. Mais en tout cas, il a accédé à un titre posthume improbable pour son... Je sais pas si c'est posthume ou pas posthume, mais en tout cas, c'était improbable pour lui d'y accéder de toute façon à cause de sa naissance. Et coucou Corbeau gentil, comment ça va? Coucou. Donc voilà. Donc il y a eu plein de gens qui ont écrit des enquêtes voilà, en se servant de ce personnage-là. Et c'est Robert van Gulik, qui est un diplomate et orientaliste, je pense néerlandais, parce que vu son nom, qui a traduit les romans, puis est devenu lui-même écrivain des aventures du juge Ti, parce que visiblement il kiffait ce détective, et il s'est dit bah, pourquoi pas moi aussi. Et une fois qu'il a arrêté d'écrire sur lui, d'autres gens vont le reprendre comme le Normand, faisant de Détectivier un détective plutôt connu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire sur ce premier opus? C'est eux qui l'ont vu, ou c'est eux qui l'ont pas vu? Est-ce que ça vous donne envie? Même si on n'a pas beaucoup parlé du film, en vrai. Mais bon, en fait, c'est très dur de parler du film, il y a tellement de choses. D'ailleurs, j'ai un peu paniqué en me disant, est-ce que si je les vois pas tous d'affilée, je vais m'en souvenir? Parce que c'est tellement dense, en fait, en 2 heures, il se passe tellement de trucs, il y a tellement de complots et de machins et de trucs. À un moment, il y a dans le 1, je crois que c'est dans le 1, il y a un vieux qui pop, il parle à Détective D, ensuite il repop 30 minutes plus tard, il lui donne un truc très important pour Détective D. 10 minutes plus tard, il revient, il meurt. T'es là, what? Et à la fin, tu sais pourquoi il est décédé, mais il y a trop de trucs, quoi. Enfin, de spoil, je suis même pas sûre qu'on puisse spoiler des trucs, tellement c'est le what the fuck, quoi. Voilà, je viens de dire que quelqu'un est mort, mais... Putain, il faut pas cligner des yeux, quoi, pendant Détective D, en vrai. C'est complicado. Le premier est un peu dur à suivre à un moment, c'est peut-être le seul défaut. Ouais. Joto, il le trouve un peu long par moment, un peu dur à suivre, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, la première fois que je l'ai vu, effectivement, j'ai pas tout compris de ce qui s'était passé. Mais après, j'étais un petit peu, je pense, envoûtée par le... Déjà, quand t'es plus habitué à voir des films de combat chinois, là, où les personnes s'envolent, etc. Moi, déjà, quand je me remets dans un film comme ça, il faut que ma suspension d'incrédulité... Bah, c'était un des trucs que j'avais... que j'étais en train de beaucoup de rire quand je les revoyais. J'étais là, putain, c'est vraiment des films qui testent ta suspension d'incrédulité to the max. Parce que vraiment, si t'as une suspension qui est très basse,
Je pense que tu dois clamser un petit peu devant ces films, parce que vraiment, les gens qui volent, les objets qui font des trucs improbables, il faut s'y remettre dedans. Ce qui est cool dans ce film, c'est justement que certains persos meurent alors qu'on se dirait que non. Oui, c'est vrai. En plus, je l'avais déjà vu. Je me suis dit qu'avec son ça allait changer, et bien non. Qu'est-ce qui allait changer? Moi, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir ce film. Je me suis pas fait chier devant, justement. Qu'on peut sauter de bambou en bambou comme dans Tigre et Dragon. Qui trépasse face à ça. C'est même pas trop d'action, c'est juste... il faut accepter que la gravité n'a pas d'emprise. Pour les esthéticiens. Ah bah non, bah alors déjà... déjà, il y a un cerf qui parle. Qu'est-ce que tu veux qu'il regarde un film comme ça, quoi? Je refuse de croire que ce n'est pas faisable. mais ouais, c'est... Il faut se remettre dedans, en gros. Si sur 100 critiques, ça veut dire que j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Ah ouais, toi, tu fais partie de ces gens qui notent dur, alors. Parce que moi j'ai passé un bon moment, je mets 7 ou 8, quoi. Mais moi, je donne 10 très facilement, donc bon. C'est assez doué pour construire subtilement et doucement dans la suspension de la crédibilité au fil des exploits physiques de plus en plus balèzes. Ah ouais, non, moi, il y a des films comme ça où je suis en mode... Oh what? Mais après, je sais que c'est comme ça, mais ça me demande quand même un petit temps d'adaptation. Par contre, il y a un truc drôle dans le 3, et je pense qu'en fait, tout le monde ne peut... Enfin, je crois que dans ces films-là, tout le monde ne peut pas voler comme ça en mode you-you, parce que dans le 3, c'est bien montré avec le docteur. Le docteur ne sait pas se battre, et il ne peut pas faire ce que Détective D fait, c'est-à-dire s'envoler. Et à un moment, donc, Détective D s'envole sur un truc, et il fait le même geste, sauf que lui, il retombe à terre. Et c'était très drôle. J'ai passé un très bon moment. 2 sur 20. mais après, décodez pas. Les gens qui se font livrer des trucs sur les applis comme ça, là, ils notent les gens hyper sévèrement. En fait, les Français notent hyper sévèrement. Et donc, les gens se retrouvent avec des 4 sur 5 alors que c'est parfait. Et parce qu'on veut pas donner le 5 sur 5, alors que si on donne le 5 sur 5 aux gens qui vous livrent, vous leur permettez de garder leur travail. Donc n'hésitez pas à mettre 5 sur 5, même si il manque la sauce pimentée. Mais la culture de la note en France, c'est un enfer, mais pas que la culture de la note, on a aussi la culture de tout, en fait. On est hyper sévère sur tout, et c'est pour ça que... je pense que les Français et les Françaises sont hyper complexés physiquement, parce qu'on se juge très très fort. En fait, chez beaucoup de pays de l'Union européenne, si t'as un peu de gras, c'est pas grave, quoi. Et je pense qu'en France, on se note hyper sévèrement là-dessus, quoi. Je note jamais, bah c'est pas bien. Pour certains trucs. Parce que moi, je mets toujours 5 sur 5 quand je sais qu'il y a quelqu'un derrière qui m'a servi ou qui m'a donné un service, parce que je sais que ça peut avoir des répercussions assez violentes sur son travail. Je suis assez gentille. Bah je sais pas, mais je pense que ça les aide pas, parce que ça fait baisser leur note. Si tu notes pas, peut-être que ça fait 0, donc... Ah si, on est vachement infâme. J'avais entendu parler de ça, en fait, surtout comparaison avec les Espagnols. Genre des primes, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, mais là, on est en train de partir dans un autre débat qui n'a absolument aucun sens. Donc voilà, notez si vous pouvez, et notez le plus haut possible si vous pouvez. Sauf si vraiment on vous a craché au visage et craché sur votre pizza, quoi. Je veux partir de France demain. Tu notes jamais quand c'est des services? Ah ouais. Bah après, ça dépend. Si t'es pas obligé de noter, moi je note pas. Mais si je sais que ça va avoir un impact derrière sur la personne, je le fais. Sinon c'est pas cool, quoi. Par exemple, bah, pour l'iPad, le mec... Non, c'est pas pour l'iPad. Pour la manette, vous saviez, j'avais une manette qui buguait. Le mec m'a demandé... Enfin, a tout réparé et tout, m'a demandé plein de trucs et tout. Il m'a remplacé... il m'a redonné ma thune et tout. Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez noter? Ça nous aiderait vachement sur le site, etc. Et j'ai dit, oui, bien sûr. Parce que eux, je sais que leur note va permettre qu'ils fassent plus de ventes. Et comme ils étaient très gentils et tout ça. Pareil pour les trucs Bouygues Télécom et tout ça, ça se passe hyper bien à chaque fois. Les gens, ils me donnent beaucoup trop et je suis là, non mais merci, mais j'avais pas besoin, mais c'est pas grave.
Ah voilà, bah ouais, bah, je fais pareil. Mais moi, je note tout le temps. Enfin, sauf quand je suis pas obligée. Par exemple, je vais pas noter l'état des chiottes sur une machine, quoi. Je sais pas si ça servira vraiment à la personne qui nettoie les toilettes, en fait. Mais je sais pas si vous avez vu dans les stations-service, des trucs comme ça. Sur les appels, c'est hyper important, ouais. Donc voilà. Alors, on va passer au point moula, si ça vous intéresse. Attendez, je suis en train de regarder un truc. Je suis en train de voir que... alors, combien vous pensez que ce film a fait de recettes? C'est-à-dire combien il a gagné? Ah, la moula, elle marche pas. Elle marche, je crois, que sur in-game. Attendez, je vais vérifier, mais je suis pas sûre. Ah non, tu l'as lancé. Bah non, elle marche que sur... désolé, c'est pas la bonne scène. C'est pas la bonne scène. Hein. Le mec de chez Renault qui me demande une note alors qu'il avait oublié de remettre le capot. Il a commandé ce bordel quand je... What? Oui, après, il y a des trucs où tu vas pas juger... Enfin, tu vas pas noter quand personne te le demande. Et ça fait partie des choses qui sont hyper importantes pour avoir une reconduite de contrat ou non. Ah ouais, d'accord. 500 millions. Alors, moi, je compte pas en premier week-end. Hein. Je compte en total, global, tout. 10 millions. C'est beaucoup plus. 500 millions. C'est un peu moins, quand même. Alors, pour rappel... Ah oui, d'ailleurs, c'est très drôle. Donc, son budget, par contre, je l'ai, pour une fois. C'est le seul budget que j'ai, c'est 13 millions. Voilà, c'est 13 millions, sachant que la statue coûte 12 millions. Est-ce qu'on est OK avec ça ou pas? Mais non, Nouma, c'est vraiment moins. C'est vraiment moins. Alors, je parle de recettes, c'est-à-dire de ce qu'ils ont engrangé, ce qu'ils ont rattrapé comme argent, ce qu'ils ont gagné comme argent. Ils ont dépensé 13 millions, mais ils ont récolté 150 millions. Non, c'est trop. C'est trop. Et c'est marrant parce que vous avez les bons chiffres à un chiffre près. 13 millions avec une statue à 12, c'est bizarre. Ah, on se rapproche avec Loud et Nouma aussi. C'est le juste prix. Ah, t'es pas loin, Loud. 50 € exactement, ils ont gagné 50 €, bravo. Non, allez, je vous le donne. 51 millions 900. Donc à peu près presque 52 millions. Pourquoi il est revenu en arrière? Voilà, c'est le point moula. Incroyable. Le point moula. Alors, je suis désolée, vous n'aurez plus de barre bleue ensuite, car le budget a disparu. Mais je pense qu'on peut... Franchement, pour 13 millions, vous avez vu la qualité du truc. Je pense qu'on est... Alors, soit ils ont doublé pour les deux autres. Ça voudrait dire qu'on pourrait approcher des 30 millions, etc. pour construire 4 statues. Mais après, après, on va augmenter un petit peu la recette. Hein. Gardez ça en tête. Et coucou Bactos, comment ça va? Coucou. Mais voilà, nous sommes sur une... Mais c'est pas mal. C'est une bonne... Un bon héroïque, comme on dit. Ah! Bon bah parlons tout de suite de l'impératrice. Attendez, je me suis trompée ou... Ah oui, non, c'est ça. Et ben ça va. On est passé au point moula. Alors, Détective D 2, la légende du dragon des mers, dit dans la langue de Détective D. Voilà. Merci Google Tra, bien sûr. Donc la légende du dragon des mers sortie en 2013, ça parle de quoi? Alors déjà, c'est l'enfance, c'est la jeunesse de Détective D, ça veut dire que dans le premier, il est vieux, incroyable, et dans celui-ci, en fait c'est la première fois qu'il vient dans la capitale, et il a été recommandé par je sais plus qui de la province de Bing pour être détective... Non, je sais pas en fait ce qu'il doit être. J'ai pas tout suivi à ce moment-là, je crois que j'ai cligné des yeux. Mais en gros, il est envoyé au Palais Suprême, donc qui est l'endroit... la gendarmerie, on pourrait dire en vrai. C'est la caserne. Donc il est envoyé à la caserne pour faire... pour travailler, quoi. Et donc c'est la première fois... ouais, non, c'est ce que je dis quand je... Soit je fais autre chose, soit que j'ai réfléchi, ou je sais pas, ou j'ai littéralement cligné les yeux. Que t'as pas capté, c'est-à-dire? Qu'est-ce que t'as pas capté dans ce cas-là?
Mais en tout cas, il est envoyé pour faire ses preuves, etc. Mais je pense qu'il est envoyé pour travailler, en fait. Comme le médecin-chef. Enfin, le médecin, le petit médecin, quoi. Mais je pense qu'il est envoyé comme... je pense qu'il manque d'hommes et il est envoyé, quoi. Pour gérer les flics. Ah oui, voilà. Moi, c'est là où j'ai dû cligner des yeux. C'est que j'ai pas compris comment dans le 3, il était en fait chef du Temple suprême. J'étais là, c'est passé vite. Qu'il aurait fait de la prison. Ouais, mais il a l'air d'avoir fait beaucoup de zonzon. Donc, mais je pense que tu vas très vite en zonzon si t'es un petit peu rebelle, quoi. Genre, tu dis que le chef... Ah mais si, c'est ça. Il a fait de la zonzon, mais il le dit sur le bateau. À la toute fin, il a fait de la zonzon parce que il a dénoncé les malversations de ses propres chefs. Bizarrement, les chefs, ils n'ont pas trop apprécié. Donc voilà. Donc voilà, c'est... Disons que là-bas, si tu rentres pas dans le rang, tu risques d'aller en zizi zonzon. Mais pas pour les mêmes raisons que nous maintenant, quoi. Alors, la légende du dragon des mers, bah c'est très simple, il y a un dragon dans la mer. Voilà. Non, je déconne. Eh, mais il a pas eu une promotion à la fin du 2 pour avoir résolu ça. Si, c'est ça, ouais. Bateau magique. Comme en France, en fait, voilà. Fin. Ouais, voilà. Bah, il y a un dragon, il est dans la mer, et voilà, quoi. On se dit, zonzon. Non, en gros, bah, c'est sa première... En gros, il y a un dragon dans la mer. Enfin, il y a une bestiole chelou. Qui décime la flotte entière de l'impératrice, et donc elle demande à son chef des gendarmes d'enquêter et de trouver quelle est cette bête et comment on peut la vaincre, parce que bon, c'est bien sympa, mais elle voudrait quand même aller faire la bagarre, parce qu'elle est en guerre avec la contrée de Fuyou, je crois. Et c'est tout le sel de ce film, puisque c'est des guerres... c'est de la vengeance. Voilà. J'aime me battre. J'ai vu la bande-annonce de ce film. Bagarre. Ce qui est très drôle, c'est qu'on reprend des images du 1 dans celui-là, et on reprendra des images du 2 dans le suivant. On est là en petit budget. Non mais c'est trop drôle de voir la première image de synthèse qu'ils ont repris intégralement pour refaire un travelling sur la ville. Voilà, on va pas refaire l'eau chaude non plus. Pourquoi j'ai écrit combat? Comme si on ne savait pas qu'il y avait des combats dans ce film. Pourquoi j'ai marqué combat en vrai? Bah non, je ne sais pas. Bah voilà, il y a des combats dans le film. Non, il y a des plans assez magnifiques et assez cool dans celui-là. Je pense notamment à celui où la meuf... Donc il y a toute une histoire aussi avec une concubine. Donc une concubine, cette fois-ci c'est réellement une prostituée, qui a gagné un concours de beauté, et en fait elle ne veut plus... Merde, machine. On va se battre en fait. Et elle a gagné un concours de beauté et elle veut plus recevoir aucun prétendant. Sauf que bah, les mecs, les prétendants, bah, c'est des richards. Enfin, c'est pas des gens qui s'appellent Richard, c'est des gens riches. Et quand tu dis non à un mec riche, qu'est-ce qu'il fait? Il se vexe. Et donc, comme ils sont vexés, eh ben, ils ont décidé que ça serait elle qui serait envoyée en sacrifice au dragon de la mer pour qu'il se calme la bistouflette. Et voilà, donc elle est envoyée en sacrifice parce que les mecs, ils sont vexés qu'une nana, elle veut plus coucher avec. Voilà. Triste histoire. Non, en fait, c'est parce que y a autre chose derrière. Mais peut-être qu'on va essayer de ne pas spoiler cet endroit-là. Mais bref, il y a des plans qui sont assez magnifiques, qui sont assez cool. Voilà. Ah oui, par contre, est-ce que c'est eux qui l'ont vu? Est-ce que vous êtes d'accord que le chef des gendarmes qui sort par le toit, genre, qui est assez vénère pour faire... Oh, et encore lui, paf, et il part vers le haut et il éclate le toit pour sortir de sa caserne. Ça va, non? Envie de pleurer, la base, quoi. Non, mais ça se passe bien dans sa petite tête à lui ou pas? Non, mais lui, il me fait trop rire. Il est tellement sanguin que le mec, au lieu de prendre la porte et de sortir comme tout le monde, non, il part par le toit. Exceptionnel! J'ai explosé de rire, moi, à ce moment-là. À chaque fois, je pense qu'à chaque fois que je l'ai vu, j'ai explosé de rire. Quoi, tous les chefs font ça? Mais lui, il est épique. Lui, il est épique, quand même. Il m'a fait trop rire. Ah oui, dans cet épisode-là, il y a tout un truc avec du thé empoisonné.
Et évidemment, Détective D, lui, il s'amuse en vrai. Avec la boule au bout. Bah, c'est lui. On parle du mec avec... Oui, c'est lui. Il s'appelle Yuchi. Que j'ai pas... Oui, voilà, parce qu'on les retrouve après. Mais ouais, c'est lui, c'est Yuchi. Celui qui a les cheveux rouges, ouais. En gros, il y a tout un truc avec du thé bu que par les riches, et c'est bien fait pour leur gueule d'ailleurs. Du thé empoisonné, et pour les soigner, il faut boire quoi? Du pipi du nuque. Du pipi de nuque. Et en fait, tu vois que Détective D, il prend un malin plaisir à leur faire boire ça, et il le fait exprès d'ailleurs. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment, l'impératrice donc doit faire boire du pipi de nuque à son mec, donc c'est-à-dire l'empereur, et elle appelle ça la soupe dorée. J'ai trouvé trop drôle. C'est comme elle a changé les termes. Avant JC devrait signer à Jackie Chan, parce que je me rends compte c'est le seul Tsui Arc que j'ai vu, c'est Double Dragon. Mais moi j'en ai vu aucun d'autre Tsui Arc en vrai. J'ai cherché mais j'ai pas vu. Je crois que j'ai pas vu de Jackie Chan du tout, mais j'ai pas vu de Jet Li non plus. Enfin j'ai très peu vu de films chinois comme ça. La scène elle est incroyable en vrai. Elle est vraiment très drôle. Quand ils sont tous à boire leur petit shot d'urine, là. Ce qui est très drôle. J'espère que vous avez remarqué qu'il y a des scènes post-crédit, et que dans les scènes post-crédit, l'impératrice renverse la situation. Elle donne à Détective D, Yuchi et le médecin, donc les trois qui ont trouvé comment guérir les nobles, elle leur donne du thé, le fameux thé empoisonné. Donc, elle leur dit, vas-y, bois. et comme ils se pensent avoir résolu l'enquête, ils font, d'accord, merci, ils boivent, et après, t'as une toute petite phrase où tu ne vois pas l'impératrice, elle est hors champ, et elle dit, apportez l'antidote. Et ça, c'est beaucoup trop drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très très drôle, parce que vraiment, en fait, tu sens que Détective D et l'impératrice se respectent et se détestent en même temps, et donc ça crée des punchs, et pourtant, ils se voient très très peu l'un et l'autre. Mais à chaque fois, ça donne des petites confrontations comme ça, des petites piques par l'arrière, là, c'est plutôt pas mal. Enfin, celle-là, elle est vraiment très drôle, comme scène post-crédit. Les autres scènes post-crédit, c'est plutôt de l'explication, des scènes qu'on n'aurait pas vues, ou la suite, dans le 3, c'est une des suites, enfin, c'est ce qui se passe, en fait, quand elle a été sauvée, entre guillemets, et un morceau qu'on n'a pas vu dans le film, et pour le 1, je m'en souviens plus. C'est ça, la petite revancharde, là. Là, je sais pas pourquoi j'ai trouvé que ce film ressemblait vachement au Seigneur des Anneaux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais ça m'a fait le même effet. C'est un petit peu épique, la bagarre dans tous les sens et tout. Donc, j'ai retrouvé un peu l'essence du Seigneur des Anneaux. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Toi, justement, tu l'avais comparé à Marvel, c'est ça, le 3 ? Un truc comme ça. J'ai trouvé Mimi, le couple. Voilà, bon, effectivement, c'est la dame de... C'est l'archétype de la princesse en détresse, mais bizarrement, c'est pas elle qu'on doit sauver, entre guillemets. Enfin, on doit la sauver à un moment, mais en fait, le plus à sauver, c'est son mec. Car je ne vous dirai pas pourquoi. Mais voilà. Et l'autre truc amusant de ce film, je sais pas, pour ceux qui ont découvert les films, mais est-ce que vous vous attendiez à ce design de créature ? Parce qu'à chaque fois, j'oublie que c'est ce design de créature, à chaque fois, je fais « Ah oui, c'est vrai. » Oui, le 2 et le 3, les personnages, comme ils sont... ils viennent pour 2 films, en fait. Ils ont le temps de créer des liens, quoi. Donc ouais, c'est ça qui est cool, ouais, dans le 2 et le 3. Mais je me suis un peu plus ennuyée, on va dire. C'est celui qui, peut-être, m'ennuie le plus dans les 3. Même si j'adore, je m'attendais. Tu t'attendais à rien en créature? Moi, je m'attendais à un dragon, quoi. Pas à ce design-là, quoi. Mais gardons la surprise pour celles qui n'auraient pas vu. Mais à chaque fois, je suis... ah oui, c'est vrai. Putain, c'est pas un dragon, en fait. Enfin, c'est autre chose. Qu'avec le 3, le 2 est fade. Le 3, bizarrement... Moi, c'est la fin qui le rattrape de beaucoup. J'ai envie de les voir encore plus. Ouais. Non, en vrai, je pense que ça peut... Après, c'est des longs films, hein, donc peut-être tu peux les couper en 2.
Comme je sais que regarder des trucs longs, ça peut être compliqué, tu peux le regarder, je pense, 1 heure. Ça te fera 6 sessions. Mais le 3, en fait, à chaque fois, je ne saurais pas dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans chaque film. Et donc, je n'arrive pas à les noter pour ça. C'est ça qui est bizarre. En fait, plus tu en parles, plus je pense avoir vu le 2. Donc, t'aurais pas vu les autres, mais t'aurais vu que le 2. En fait, dans le 2, il y a un moment où ça se passe à moitié sur l'eau, il y a un cheval qui nage sous l'eau. C'est de considérer les films comparativement. La question, c'est plus sur le moment, est-ce que ça t'a plu? Bah, t'es obligé de les comparer, en fait. Enfin, je pense. Comme c'est une saga, en plus, t'es obligé de les comparer. Le 2 et le 3, tu aurais vu le 2 et le 3, d'accord. Bon, en vrai, moi, ouais, je sais pas. En vrai, c'est compliqué, je trouve, de les comparer. Genre, par exemple, les aliens, que je pense qu'on... Enfin, je suis quasi sûre qu'on les fera en janvier. Avec Prometheus et Covenant. À part Covenant et Prometheus, où là, je ne saurais pas les différencier parce que je les ai pas vus, beaucoup. Une seule fois, au cinéma. Les 4 aliens, je peux te les classer dans l'ordre de préférence pour moi. Parce qu'ils sont tellement différents que je sais celui que j'ai détesté, je sais celui que j'ai aimé, mais... Enfin, tu vois, je peux les juger. Alors que ces 3-là, je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis incapable de les... Le 2 et 3 se suivent, donc je les compare. Alors que tu pourrais comparer, justement, 2 et 3 ensemble, et le 1, par exemple. Mais ouais, ils sont très bizarres à classer, en vrai, je trouve. Pour moi, elle est un peu cafouillie par moment, le 2 trop exagéré, et le 3, j'ai pas ce million de critiques à lui faire. Le 2 trop exagéré? Mais c'est un peu la substantifique moelle du cinéma chinois, je trouve. Exagération. Enfin, ce que nous, on juge exagération, ça se trouve, c'est pas exagéré. Genre quand Yuichi, il rigole, mais il me peut péter un câble, je suis là, mais te force pas, en fait, si t'as pas envie de rire. Je crois que j'aime pas l'humour. J'aime pas rire. Moi aussi, c'est un truc que j'aime pas trop faire. J'aime pas l'humour. Mais je vois pas ce qu'on peut... Enfin, il y a pas d'humour, si. Enfin, à part Détective D, il y a pas trop d'humour dans ce film. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait rire cette phrase, j'aime pas l'humour. Mais là, je vois qu'il y a de l'humour. Enfin, c'est pas une comédie... c'est pas une comédie, quoi. Si, il y a que quand les persos explosent de rire d'un coup qui m'ont fait marrer. Bah oui, parce que là, c'est forcé. Bah là, c'est parce que leur rire est chelou. Enfin, l'acteur qui joue Détective D rigole normalement, on va dire. Enfin, normalement comme nous on ferait. Mais l'autre, on dirait qu'il se force. Donc c'est là où tu paniques. T'es en mode, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi d'un seul coup, tu t'énerves? Moi, vraiment, quand il se met à rigoler sur le bateau, je suis là, what? Tu te calmes? Avec la bouche grande ouverte. Oui, c'est ça. Oh. Yes. Mais après, c'est peut-être son personnage qui rit comme ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il rit normalement, hein, dans la vraie vie. Alors, ce film-là, bah, comme tous les autres, va se dérouler à Changyang, la capitale de l'époque pendant la dynastie Tang et Zhou. À l'époque, c'était une très grande ville, puisqu'il y avait à peu près 2 millions de gens qui y habitaient. Je vous rappelle que nous sommes en 600 et quelques après Jackie Chan. Enfin, avant Jackie Chan. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Après Jackie Chan. Et... wow, c'est énorme. Ouais, c'était gigantesque pour l'époque. Et c'est un des rares films... Enfin, c'est les rares films à prendre... à plutôt être du point de vue de la plèbe, enfin des pauvres, et pas de la noblesse, car dans tous les autres films, genre Le secret des poignards volants, c'est un exemple, je me souviens plus s'il y en avait un autre que j'avais vu et que j'avais retenu, mais bref, tous les autres films qui se passent à cette époque-là, dans cette ville-là, c'est toujours des nobles qu'on voit, alors que là, on va mixer entre le côté noble avec que l'impératrice, en fait, on va pas voir les nobles, on va voir l'impératrice, et les flics, les gens de la plèbe, on va souvent être dans les marchés, dans les échoppes, il y a dans les bas-fonds de la prison qui font pas envie,
Enfin bref, c'est un des rares films où on est plutôt du côté pauvre que du côté royal, etc. Et d'ailleurs, cette dynastie a vraiment mis la Chine dans la modernité, dans le sens où ils ont vachement innové, ils ont vachement fait de progrès. Bah, c'est pas pour rien qu'il y a quand même 12 millions de personnes à un même endroit. Et c'est reconnu que la dynastie Tang est plutôt est une dynastie plutôt florissante. Et ça va essayer de se retrouver un tout petit peu. Ah bon, bien sûr, ça va être exagéré dans le film. Mais ils vont essayer de montrer qu'il y avait des avancées technologiques avec... Ils ont parlé de trucs, j'ai absolument pas vu ces trucs dans le film, mais je sais pas, les poulies, les machines, les machins, les trucs comme ça. Je sais pas si c'était réellement à l'époque, mais en tout cas, le film essaye de montrer la modernité comme ça, quoi. Je saurais pas dire si c'est vraiment véridique, mais en tout cas, l'intention y était, on va dire. Tout. Chao Feng, donc, qui est l'acteur qui joue Yuchi, donc le fameux qui rigole de manière forcée, là. Lui non plus, il savait pas du tout se bagarrer en arts martiaux, enfin, c'est pas son truc. Et donc, il a pris des cours d'arts martiaux, et il était persuadé, en lisant le script, qu'il aurait absolument jamais le rôle, parce qu'il était sûr qu'il fallait un Jet Li ou un Jackie Chan, justement, pour avoir ce rôle. Et en fait, il a appris sur le tas, et visiblement, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai rien lu qui disait que ça s'était mal passé. Detective D avait déjà été adapté en 1986 dans Bloodstains on the Train de Jang Ki-chan, je sais pas du tout comment on prononce. Donc voilà, et après il faudra attendre donc ceux-là pour revoir Detective D au cinéma. C'est dommage parce que c'est plutôt cool en vrai. Moi j'adorerais en avoir encore des détectives. Oh bordel de crotte des D. Voilà. En vrai, je crois que j'ai vu. Je me demande si je les ai pas tous vus au cinéma. Ou peut-être que j'ai vu les deux... Ah, je sais plus ce que j'ai fait. C'est sûr que le 1, je l'ai vu au cinéma. Non, il n'y a pas de 4e film. Bon, en tout cas, je suis pas au courant, mais en tout cas... Enfin, j'ai pas vu dans... dans la filmo de Tsui Hark s'il y avait la suite. Mais c'est sûr que j'ai vu le premier au cinéma. Un peu par hasard, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et après, j'ai rushé dès que j'ai su qu'il y en avait d'autres. J'étais là en mode... Oui, la suite. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que moi je savais pas que le 2, en fait, comme le 2 en français n'est pas écrit Young Detective, en anglais c'est précisé que c'est la jeunesse de Detective D, mais le 2 je savais pas du tout. Et donc j'étais, mais c'est pas du tout le même acteur, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et voilà. Après, le dernier date de 2018, bah je te dirai juste après. 2010, non, pardon. 2018, oui, pardon. Effectivement, ouais. Ip Man, j'ai jamais vu les Ip Man, je sais pas, on me les a jamais vendus, donc voilou. Dans ce film-là, il y a plus de 40 lieux différents de tournage, donc c'est énorme. Certains en studio et beaucoup en décor réel. En fait, visiblement, Tsui Hark déteste filmer sur fond vert, donc il a demandé le plus possible de décors réels. Alors, quand on dit décor réel, ça peut être de la mousse, hein. Quand on voit les statues, on voit que c'est pas des vraies statues. Donc voilà. Voilou. Et c'est dans celui-là où il y a la fameuse montagne en 3D. Et ils ont fait... donc la montagne en 3D, en fait, c'est une vraie montagne construite. Et ensuite, ils ont mis un bassin autour pour que les gens nagent avec un bateau gigantesque dessus. Et en fait, il paraît que si tu regardais le plateau de très loin, tu te demandais ce qu'ils étaient en train de faire parce que ça avait vraiment la taille d'une ville. Donc vraiment, ça devait être impressionnant à regarder quand t'étais pas dessus. Tout ça parce que il fallait absolument éclairer tous les décors de façon... fallait amener le soleil là, littéralement, pour que les caméras 3D puissent tout filmer comme il fallait, et ensuite reproduire la montagne en 3D et tout, avec le monstre et tous les effets digitaux. Voilà, après une statue de 12 mètres, à 12 millions, on construit une montagne, exactement. J'ai pas le prix de cette montagne, mais j'ai pas le prix, j'ai pas le budget total, donc je pourrais pas vous dire, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec cette montagne? Ah oui, ce que j'aime bien en fait dans ce film, même si on les voit, on va pas se mentir, on les voit, les effets spéciaux, mais c'est que dans les 3 films, il y a autant d'effets spéciaux numériques que d'effets spéciaux maquillage, créatures,
trucs réels, décors en vrai, décors 3D, enfin tout est mélangé, c'est un vaste bordel. Mais je trouve que ça passe pas mal parce que on sent qu'il y a de la 3D, mais comme il y a du réel aussi autour, bah ça passe un peu mieux. Genre il y a plein de moments où ils envoient il y a des tuiles qui sont en 3D à des moments, ça se voit. Donc les gens reçoivent des tuiles, donc ça se trouve ils s'agitent dans l'air, il n'y a rien. À un autre moment ils balancent des des espèces de barils, pareil ils sont en 3D donc ils balancent rien du tout en fait. Mais c'est assez drôle de voir comment ils arrivent à mélanger réalité et 3D quoi. C'est ça que j'aime bien aussi dans ces films-là. Alors, avant de passer au point moula, on va parler de l'impératrice. Pas du tout. Mais ça bug. Ça bug. Attendez. Mais c'est le bordel. Ah bah non, la voilà. L'impératrice. Voilà. Alors l'impératrice, ça va être spécial. Donc n'oubliez pas, personne ne sait la vérité. Donc tout ce que je vais dire, ça peut être vrai, ça peut être faux. Voilà. J'espère que vous allez apprécier. Donc Zetiane est née en 624 et elle est morte en 705. Donc elle a vécu 81 ans, ce qui est énorme. Surtout pour tout ce qui va lui arriver. Donc en gros, si on peut la résumer, c'est la seule impératrice chinoise dans l'entièreté de l'histoire chinoise. En fait, c'est la seule femme à avoir accédé au titre d'impératrice officielle. Parce qu'avant, tu pouvais être impératrice, mais en interrègne, c'est-à-dire que bah, t'avais un mec qui mourait, son fils n'était pas assez grand pour prendre le relais, sa femme, la mère ou la femme pouvait prendre le relais à ce moment-là, mais elle était impératrice en intendance, on va dire. Et elle, c'est la seule à avoir régné comme un empereur pendant, je ne sais pas, il faudrait faire le calcul, mais de 690 à 705. Proviseur régence, oui. Et donc sa dynastie s'appellera la dynastie des Zhou. C'est pour ça qu'à chaque fois que je précise Tang et Zhou, en fait Tang c'est la dynastie de son mari. Et elle va arriver avec la dynastie des Zhou. Ils sont que 2 dans la dynastie des Zhou, puisque elle a même forcé un gars à faire partie de sa dynastie. J'ai rien compris, vous allez voir, c'est un bordel monstre ce qu'elle va faire. Mais en gros, il y a elle et un autre gars. Et allez-y. Et elle et un autre gars. Donc il n'y a même pas ses fils dans la dynastie, c'est pour dire. Bien sûr, donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens qui sont du courant confucianiste ont critiqué son pouvoir et son accession au trône. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes avec tout ce que je vais dire, parce que soit c'est vrai, mais on peut pas le prouver, et soit c'est faux, c'est des calomnies, mais on peut pas le prouver non plus, donc c'est un peu le bordel. Mais ça a été revisité, enfin son règne a été repris et réétudié à partir de la Chine communiste des années 50, donc il y a du bien et il y a du pas bien en fait dans ce qu'elle fait, donc je sais pas ce que... je sais pas. Alors elle a de la chance parce qu'elle naît pendant la dynastie Tang, donc comme je vous l'ai dit c'était une dynastie où la prospérité était plutôt en vogue, enfin était plutôt haute, et pas que économiquement ou ces genres de trucs, mais même dans les libertés individuelles, notamment celle des meufs. Donc les meufs avaient le droit à l'éducation, avaient le droit sûrement à la vie politique, etc. Donc, elle s'est retrouvée jeune à apprendre à écrire plus de 5 langues. Elle savait donc lire et écrire, elle savait compter, elle savait l'art de la poésie, de la conversation, etc. Donc elle était vraiment... c'était une meuf lettrée et très cultivée. Et elle est devenue concubine donc du père de son futur mari. Concubine, donc c'est prostituée, on va pas se mentir, c'est donc une meuf qui est là pour le bon plaisir d'un mec. Et donc elle est concubine pour le père de son futur mec. À la mort de l'empereur, elle est envoyée au monastère. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les concubines d'un mec, enfin d'un empereur, quand il meurt, elles appartiennent à plus personne, c'est mort, vous ne pourrez plus jamais les toucher. Hop, tout le monde au monastère. D'ailleurs, c'est pour faire respecter la coutume qu'en fait, ça serait de l'inceste. C'est comme si... c'est pour pas que le fils reprenne les autres, quoi.
Chez les Francs, ah bah, je connais pas, donc là je pourrais pas dire. Sauf que, alors là, elle va, là donc elle est dans la merde parce que, enfin, je sais pas si elle avait prévu de prendre le pouvoir tout de suite, mais en tout cas, là elle se retrouve au monastère un peu comme une concon parce que maintenant, elle peut plus rien faire, elle est bloquée au monastère, c'est-à-dire qu'elle est vœu de chasteté, enfermée et elle pourra plus jamais sortir. Par chance, alors c'est là où on sait pas trop. Là on sait pas trop, mais en gros le fils de l'empereur, donc son futur mari, l'avait quand même remarqué. Il va faire un tour dans ce monastère, il la remarque, et il l'apprécie, tout ça. Et en fait, sa chance, c'est que l'impératrice, donc la première des concubines, on va dire, veut évincer la deuxième. Alors ça va être un bordel monstre. Veut évincer la deuxième, donc elle va faire sortir Wu Zetiang de son monastère pour la faire venir dans le harem, pour qu'elle évince la deuxième concubine, parce que comme ça, elle sera plus menacée en fait par la deuxième, la première. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'état du truc. Donc en fait, sa chance, c'était que la première des concubines était jalouse, comme c'est pas permis, de la deuxième. Donc elle va évincer Wu Zetiang, donc qui est très 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 belle, va évincer très très rapidement tout le monde, et elle va finir deuxième. Très rapidement. Ah oui, donc, oui, j'ai oublié de préciser que pourquoi elle a le droit d'être sortie du monastère, parce que normalement, elle n'a pas le droit, puisque c'est comme si c'était de l'inceste, parce qu'elle appartenait normalement au père. C'est l'impératrice, et peut-être l'empereur, et sûrement l'empereur même, qui se dit « Oh, c'est pas plus mal, elle est pas mal, la meuf. » Je vais briser, en fait, une des coutumes de l'époque qui donc dit que c'est de l'inceste, pour prendre la coutume chez les Mongols qui dit que c'est pas parce qu'un mec meurt qu'il faut abandonner tout le monde, et que bon, il faut quand même s'occuper des meufs, même si elles appartiennent au père, quoi. Voilà, mais bon, visiblement, ça l'a sauvée, donc bon... Alors, et c'est parti. Alors là, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais bon, vu le... Alors, cette meuf, c'est l'archétype du pouvoir, quoi. Donc, si c'est vrai, en vrai, ça me fait penser aux empereurs romains et toutes les magouilles romaines. Donc, en vrai, ça pourrait être faisable. Donc, en gros, Wu Zetiang, donc, qui est deuxième concubine, ça va, tout se passe bien, tout ça, mais il y a toujours la première concubine avant elle. Malheureusement pour la première concubine, celle-ci donne naissance à une enfant fille que Wu Zetiang va étouffer. Voilà. Et va faire croire que c'est la première concubine qui l'a tuée. Donc, l'empereur est pas très content. Donc, il va virer la première concubine, va faire monter Wu Zetiang en tant que première concubine. À ce moment-là, donc elle est hyper contente puisque ça y est, elle a gagné sa place, elle a gagné la première place, sauf que elle est tellement what the fuck dans sa tête que parce que l'empereur va continuer de voir quand même la deuxième, elle va lui faire couper les mains et les pieds, comme ça on est sûr qu'il n'y aura plus de problème. Voilà, donc c'est là où je ne sais pas trop. En fait, tout ce qui est histoire de meurtre et tout ça, vous allez voir, il y en a tellement que je ne sais pas si c'est des racontars ou si c'est vraiment vrai. Mais ça me fait tellement penser aux Romains que je me dis pourquoi pas en vrai. Alors là, donc elle gagne, ça y est, c'est bon, elle a gagné son titre, elle est impératrice, donc elle est bien mariée officiellement à l'empereur, qui n'écoute pas ses conseillers. Tout le monde est contre son accession au trône à Wu Zetiang, mais elle y arrive, elle devient impératrice, et il gouverne à deux. Elle est aussi... elle va promulguer autant de lois et de décrets et s'insérer dans la vie politique que son mec. Et c'est pour ça d'ailleurs dans les films qu'on la voit beaucoup plus que son mec. Le mec, limite, il sert à rien. Enfin, c'est assez what the fuck. Peut-être qu'il s'en battait les couilles et qu'il a laissé ça à sa meuf, hein, en vrai. Et en gros, elle va faire plein de réformes. Des réformes agricoles. Qui sont très importantes pour l'époque, puisque c'est la terre, donc plus tu mets bien tes agriculteurs, plus tu vas nourrir ton peuple. Et énormément, elle va faire 12 décrets pour les femmes. Par exemple, des funérailles pour les femmes sans abri, qu'on traite mieux les veuves, qu'on continue de donner des soins aux femmes,
qu'on instaure des hospices, qu'on fasse des hospices pour les femmes âgées, et le plus difficile à faire passer, et elle utilisera les pots de vin pour le faire passer, que le deuil réservé aux mères soit équivalent au deuil réservé aux hommes, c'est-à-dire aux pères, quoi. En gros, le deuil des pères devait être... je sais pas comment on appelle ça déjà, c'est quoi le terme? Pris, fait, incarné incarné pendant 3 ans, et elle va demander à ce que ça soit exactement la même chose pour les mères. Donc ça, c'est le plus dur à faire passer. Elle engendra... Enfin, elle va accoucher de 4 fils. C'est énorme, 4 fils. Mais, disons qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. Porter, voilà, c'est ça, porter. Porter le deuil, donc, pour 3 ans, pour le père et la mère. Il y a 4 fils. Le premier va mourir d'empoisonnement, je crois. Le deuxième, je sais plus, mais il va pas rester longtemps non plus. Le troisième, qui avait l'air d'être à peu près pour sa cause, pareil, à un moment, ça va dégager. Et le quatrième sera, je crois, le seul à survivre. Mais parce qu'il était le quatrième, il en restait plus, quoi. Mais lui, vraiment, en fait, à un moment, il va... Je crois qu'elle doit rendre la régence. Parce que là, elle est pas encore impératrice comme l'empereur, quoi. Et donc, elle va laisser la régence à son fils. Mais son fils va lui rendre le trône en mode, vas-y, garde la place, quoi. Voilà. Le quatrième en sueur toute sa vie. Survivor. Et aussi, on ne sait pas comment l'empereur est mort. Parce qu'à un moment, il allait bien. Et le lendemain, sans témoin, enfin, un autre moment, sans témoin, il allait plus très bien puisqu'il était décédé. Donc voilà, personne ne sait si c'est elle qui est responsable de sa mort ou s'il est juste mort de sa belle mort. Coucou princesse. Coucou. Et on en parle dans le film d'ailleurs. On en parle dans le film 2, je crois. Alors, ce qui va faire sa chance et sa malchance, c'est qu'elle est très superstitieuse. Donc en gros, ce qui l'a menée au pouvoir, c'est la superstition, et ce qui va l'en descendre à peu près, c'est la superstition aussi, même si en fait elle va jamais descendre pour de vrai, elle va toujours rester, je crois qu'elle abdique 1 ou 2 mois avant sa mort, quoi. Il allait plus très bien puisqu'il était décédé, bah ouais, il allait plus très bien, quoi. Et c'est elle qui a introduit le bouddhisme, à la cour et dans plein de trucs de la vie, puisque à l'époque, en fait, la dynastie Tang est plutôt tournée vers le taoïsme. Et donc alors, on ne sait pas si elle est réellement bouddhiste, mais on pense qu'elle est plutôt bouddhiste pour de vrai, parce qu'elle a fait écrire plein de sutras, elle a travaillé beaucoup pour le bouddhisme, pour qu'on respecte les cultures et les rites de cette religion. Et elle va l'introduire... en fait, c'est pour asseoir aussi son pouvoir en termes de dynastie. Genre, elle a sa religion à elle dans sa dynastie. Donc c'est pour ça qu'elle fait... Enfin, c'est politique, quoi. C'est pas totalement... j'adore le bouddhisme, donc on va faire ça comme ça. C'est pas irréfléchi, quoi. Comme les mecs, elle va avoir un harem, elle aussi. Parce que, bon, pourquoi pas, hein. Et voilà, elle va mourir à 81 ans. Après avoir quand même rendu le trône à son fils... qui, alors là, malheureusement, elle a essayé toute sa vie, en fait, d'asseoir son nom. C'est-à-dire qu'elle a fait créer des nouveaux idéogrammes pour elle, pour des trucs. Elle a changé de nom constamment pour toujours être glorifiée. Genre, elle a enfin, c'est pas des épitaphes, mais on pourrait dire des citations, comme des titres, qui dit la nouvelle impératrice venue du ciel, ou des trucs comme ça. Enfin bref, elle assoit tout dans les registres et tout. Enfin, il faut pas elle sait qu'après sa mort, ça va être la débandade et on va essayer de l'écraser. Donc, elle se démerde pour faire passer des décrets dans tous les sens pour pas qu'elle soit oubliée et qu'elle soit surtout pas effacée. Et elle va y arriver. C'est terrible, mais elle va y arriver. Malheureusement, elle n'arrivera pas jusqu'au bout, puisqu'en fait, elle aurait voulu que son fils continue la dynastie Zhou. Mais c'est pas possible, puisque là, elle n'a pas réussi à faire changer le fait que son fils restera dans la dynastie de son père, c'est-à-dire la dynastie Tang va revenir au pouvoir avec le fils. Mais c'est pour ça qu'il n'y a que 2 personnes dans la dynastie Zhou, c'est elle et un autre gars, j'ai pas tout compris là, par contre, elle a fait venir un gars de on ne sait où, elle a dit « C'est le mien, viens là !» Et bien sûr, elle a fait mettre toute sa famille à des postes haut placés, elle a évidemment fait... comment on dit ? Elle a nettoyé les couloirs. Ah oui, c'était marrant, elle a demandé, dans les réformes qu'elle a fait, elle a autorisé plus de critiques contre le gouvernement, sauf qu'en fait, c'était
aussi pour contrôler ce qui se disait, et si t'étais pas trop d'accord avec elle, elle venait te chercher, quoi. Vous voulez dire que la religion, c'est politique? Ah bon? Enfin voilà, en fait, tous les décrets, en fait, étaient hyper bien pensés pour elle, asseoir son pouvoir ou sa domination. Enfin, c'était... En vrai, c'est une meuf fascinante, hein. Moi, je la trouve fascinante, même si elle aurait effectivement tué beaucoup de gens. Moi, j'ai envie de dire, putain, elle a les balls, quoi, parce que... c'est vénère d'arriver à une position aussi haute, parce que je vous rappelle qu'elle vient de rien. Son père n'est pas connu, n'est pas un noble, n'est rien du tout. Elle est rien du tout au début, et elle arrive à monter impératrice, quoi. Qui n'a pas tué deux 3 mecs, quand même. C'est vrai, ça. Oups, il est tombé les escaliers. Bon, il allait bien, et puis maintenant, il va plus bien, quoi. Ouais, pour s'imposer comme ça, et puis surtout résister aussi longtemps, parce que 81 ans... il en fallait Il en fallait de la Borora pour tuer tous tes ennemis. La violence. Donc voilà. Ça, c'était l'histoire de Wu Zetian, qui est bien incarnée, je trouve, dans les détectives dits. Parce qu'elle est à la fois... Moi, je la trouve à la fois cool et à la fois horrible. Enfin, t'as pas envie d'être... Franchement, t'as pas envie d'être noble à son époque, hein. Oh, tu pètes d'un coup de trop et... Et oulala. Oulala, la respiration, ça marche plus très bien. Bizarrement, la vie s'échappe de toi, comme ça. C'est un peu Cersei, ouais, exactement. Bah, je pense que Cersei, elle est pas loin de beaucoup de... Bah, ça me fait penser un peu à tous les... C'est pas la mère de Néron aussi qui a fait ça? Qui était en mode grave vénère, mais elle, c'était pour son fils. T'as pas envie d'être dans le même couloir qu'elle, c'est ça. Là, bizarrement, je préfère être un gueux qui ramasse une crotte par terre que d'être dans le coin... Parce que je pas trop. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, les canons de beauté étaient à la rondeur. Donc c'est pour ça que toutes les représentations que vous aurez d'elle seront assez joufflues et très rondes. Et en fait, Tsui Hark le savait, mais il a décidé de garder les canons actuels de beauté, donc c'est-à-dire des gens plutôt minces et athlétiques. Mais il était au courant que c'est pas du tout la norme, genre tous les personnages devaient être plutôt enrobés en vrai. Mais il a fait exprès. Alors on va passer au point mou là. Alors j'ai pas le budget, donc je pourrais pas vous dire le budget. Mais si le premier a récolté 52 millions, allez. 52 millions, vous pensez que celui-ci a récolté combien? L'argent. Sérieux de retrouver des paplards d'une ruine qui a cité tout ce qu'elle a fait. Bah il y a les décrets, tout ça, on a ça. Mais on n'a pas... Oui, bonjour, cher journal, là j'ai tué mon mari. Il allait bien, et après il a arrêté de respirer car j'ai mis mes fesses sur son visage. Plein, 47 millions, c'est plus. Agrippine était plutôt douée et a osé beaucoup de choses en manipulation. Agrippine? Ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle? J'avais oublié comment elle s'appelait. Oui, il a pas été très reconnaissant, Néron, mais il était un peu secoué du bulbe. 65 millions, c'est plus. Avec les francs, elle me fait penser à Bruno, qui, pareil, a vécu très longtemps et a régné en se battant contre plein de vieux mecs. Bah là, c'est pas se battre, c'est tuer des gens autour de toi pour assouvir ton pouvoir. Donc, je sais pas. Enfin, en tout cas, dans ta phrase, j'ai pas l'impression de la retrouver. C'est plus que 70. T'es pas obligé d'écrire tous les chiffres, hein, Loïc. Tu peux écrire, comme je te dis, 70 €. Mourir sur des fesses, y'a pire. Ah, moi, j'aimerais pas, hein. Moi, on me fait ça, je suis pas très contente. Hein. C'est plus. Quand même pas 100K! Bah, on est proche des 100K, ouais. 90 millions, c'est plus. Surtout si ça flatule. Tu pourrais l'écrire en toutes lettres. Ah non, j'arrête carrément en toutes lettres. Ça dépend des fesses, j'imagine. Bah là, je pense que... Bah en vrai, il avait un... Ah oui, c'était très drôle. En fait, il allait mal. Il avait un problème, je sais pas, il avait visiblement trop de sang dans la tête, ou je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, il fallait faire juste des ponctions pour que ça aille mieux. Genre, il était devenu aveugle et tout, son mari. Et elle était en mode, le premier qui touche à son visage, c'est un crime de lèse-majesté. Et en fait, le médecin royal a quand même réussi à lui faire des ponctions. Et ça allait mieux, bizarrement. Et elle était en mode, oh, trop bien, tu l'as guéri. Je suis sûre qu'elle voulait le buter, en fait. 95, je crois qu'il y a un 97, franchement, je vais te le donner, Mixer, parce que c'est 98 millions de dollars. Se battre, c'est au sens politique. Ah, d'accord. Ah, par l'empoisonnement, effectivement. Alors oui, d'accord. Oui. Nous retrouvons la même passion du poison. Le film La Cité Interdite. Ah, je sais pas ce que c'est.
C'est plus rapide. Tu mets des points et tout. Donc c'était bien 98 millions. Je donne à Mixer qui a donné le plus près. Le plus près du chiffre. Oui, c'est tout. Voici le diagramme puisqu'il n'y a plus de budget. Voilà, donc même s'il avait fait le double, c'est quand même la moula, voilà. La centaine. Ouais, mais il fallait le dire aux gens d'y aller au cinéma. Pour la symbolique. Bah ouais. Et voilà. Alors on va passer Détective D3, qui dans la langue de... Wu Jiechang se dit... 狄仁杰之四大天王. Voilà, merci. Le film La Cité Interdite, c'est sur un moment historique de ce que j'en sais, où une famille impériale s'est effondrée sur une corruption et des dissensions sur la famille impériale. Ah ouais, d'accord. Pour D3, non. Mais de toute façon, ce n'est pas le point moula. Tout de suite. Alors, dans Détective D3, donc c'est exactement, c'est vraiment la suite directe du 2. Donc c'est mieux d'avoir vu le 2. Quoi d'avoir vu le 2 avant de voir le 3. Encore le 1, vous pouvez commencer par le 2 et enchaîner sur le 3, il n'y a pas de souci. Encore, voir le 3 tout seul, c'est un peu... C'est moins bien, on va dire. Je pense que ça vous traumatisera pas, mais voilà, c'est moins bien. Donc sorti en 2018, donc il n'y a pas si longtemps en vrai. Toujours les mêmes acteurs, puisque c'est vraiment la suite. Et ça va parler de quoi ? En gros, à la fin du 2, pour avoir résolu le mystère du dragon, l'empereur, dans sa grande mansuétude, a filé à Détective D un bâton magique, plutôt badass, ce qui fait chier l'impératrice. Donc elle est en mode « Je veux récupérer le bâton !» Donc le début du 3, en gros, c'est l'impératrice qui commande au chef des gendarmes des mecs, une team de super-héros, on pourrait presque dire, pour aller récupérer le bâton magique, aussi appelé Dragon Docile. Dragon Docile qui est une arme incroyable puisque permettant de trouver le point faible de chaque arme et de la briser. Donc en fait, ça empêche tout combat, c'est vraiment génial. Non mais tout est symbolique, hein. Là c'est symbolique de ouf. La quête du bâton, c'est ça. Donc voilà, mais comme vous l'aurez compris, ce n'est que le début de l'histoire puisqu'on va se retrouver avec un complot sur complot du complot. Voilà. Ouais, l'idée est trop cool. En plus, c'est vachement cool parce que c'est le bâton que vous voyez là dans le... Et là, vous voyez le bâton en fait. Là, il y a Dragon Docile derrière. Sur le fond du stream en fait. Derrière le chat, il y a Dragon Docile. Et en fait, il suffit de tourner une petite roue. Vous tapez sur quelque chose, enfin vous touchez quelque chose avec, ça va trouver le point faible, vous refrappez et hop, c'est le... Ça casse tout, voilà. Allez hop, ça dégage. Et c'est vachement pratique. Mais je veux ce bâton aussi. Mais comme le dit très bien Détective D, en fait, avoir reçu ce cadeau, est-ce que c'est un vrai cadeau ou est-ce que c'est une malédiction ? Parce qu'il se retrouve dans la merde à cause de ça, parce qu'il se fait harceler de partout, enfin l'impératrice elle le lâche pas, elle veut récupérer Dragon Docile quoi. Genre taper 2 fois sur l'ego des masques, exactement. Pourquoi Peggy 18 ? Alors, à un moment, on parle de Feng Shui, car un bout de la team des super-héros, enfin c'est des super-vilains en vrai, rentre chez Détective D, et la meuf a dit « Ah, c'est rangé comme les 9 étoiles. » Alors j'ai cherché les 9 étoiles, j'ai rien trouvé. Mais par contre, le Feng Shui, c'est ça. En fait, le Feng Shui, c'est un art pour harmoniser un lieu, pour prodiguer le bien-être, la santé et la prospérité des gens qui y habitent. C'est basé sur des énergies visibles et invisibles que vous connaissez sous le nom du Qi, que beaucoup d'arts martiaux utilisent. Et bien sûr, tout est lié en interdépendance. En fait, c'est un art qui est vachement basé sur le bouddhisme, etc. Voilà. Et quand on utilise le Feng Shui, on utilise ceci. C'est une boussole, puisque tout est lié en fait aux 4 directions. Et aussi à ça, au diagramme qui s'appelle... Ah non, bah je vous l'ai mis. Oh merde, attendez.
Voilà. Le bagua, qu'on voit aussi sur cette boussole, qui montre en fait les... Oh là là, j'ai même un truc derrière, incroyable. Qui montre en fait des directions et tout, et on peut... Il y a même un tirage un peu mystique avec le bagua qu'on peut utiliser aussi. Chacun représentant... chacun des trucs représentant une des directions. Donc, je sais plus très bien, mais ça doit être le nord, le sud, l'est, l'ouest, un truc comme ça. Et on place en fait plein d'éléments en fonction chez soi ou à l'extérieur sur des trucs de commémoration. En fait, on peut l'utiliser à la fois pour les vivants et pour les morts. Et ça n'a pas la même signification, il faut pas utiliser le même système. Voilà. Bah ça, en vrai, c'est ma mère qui me l'a offert. Je crois qu'elle l'a trouvé en brocante et j'adore l'objet. Je le trouve magnifique, je l'utilise jamais, mais... parce que c'est bon, c'est pas très utilisable, mais j'adore et j'adore le bagua. Je fais des fois des tirages... c'est de la divination, le bagua, mais... Enfin, c'est de la divination, c'est du yiking, voilà. On utilise le bagua pour du yiking, qui est une sorte de divination, voilà. Vous y croyez pas, c'est pas grave. Mais, mais voilà. Feng Shui, les trucs de développement personne et de bobo, c'est beaucoup. On s'en est beaucoup servi. Pour faire des affaires. En tout cas, c'est très intéressant, moi, je trouve, de s'intéresser au-delà du développement personnel, mais de s'intéresser à la création, ou je sais pas, à la méthode... Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais... moi, par exemple, je m'étais intéressée en vrai au Feng Shui à une époque, et donc je sais qu'il y a un endroit pour le dragon, il y a un endroit pour la tortue, il y a un endroit pour la montagne, il y a un endroit pour la rivière, et qu'en fonction d'où tu habites, il faut placer, par exemple, certaines couleurs à certains endroits, laisser du vide... pour qu'il y ait de la respiration, etc. etc. Et en fait, c'est ça où... en fait, ils disent que c'est interdépendant et basé sur des énergies visibles et invisibles. Effectivement, quand tu lis le Feng Shui, tu comprends qu'en fait, le plein et le vide se répondent, les couleurs se répondent, etc. Et en fait, tu vas avoir toute une circulation d'énergie. Et en fait, c'est comme le corps humain, qu'on va voir juste après avec les points vitaux, mais en gros, si c'est bloqué à un endroit, ça va créer des tensions et ça peut te casser, quoi. Et c'est pour ça. Et c'est le Feng Shui est une des choses les plus utilisées avec l'acupuncture et un autre truc de la culture chinoise. Et en fait, ça fait tout un mode de vie assez intéressant, moi, je trouve, à apprendre. Enfin, au moins à se renseigner dessus pour comprendre, etc., quoi. Est-ce que les bobos et les bourges... Qu'est-ce que les bobos n'ont pas repris? Les services d'aménagement d'intérieur avec des prix forts. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah ça, dès qu'il y a du marketing derrière, moi je trouve que c'est de la merde, mais bon. Bon après, moi j'aime bien me renseigner sur ce truc-là. J'aimerais trop faire de l'acupuncture, en vrai, on m'a dit que ça pourrait me soigner, ça pourrait m'aider en tout cas sur mes problèmes de sommeil. J'ai jamais fait. Parce que c'est un peu cher aussi. Donc je vous ai parlé des... En fait, comme pour la maison, le corps aussi, il a des énergies invisibles, tout ça. Et ce qui est appelé d'ailleurs points vitaux, et qu'on voit Détective D utilisé dans le 3 très très fort. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir son bâton très rigide, maintenant il a une baguette très souple. En fait, il tabasse des endroits très précis du corps humain, et en fait, ça bloque les gens. Ça bloque les gens, mais vous l'avez déjà vu, genre Ken qui dit tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort, c'est parce qu'il lui a touché ses points vitaux, et lui, c'est pour le tuer. Mais Détective D, lui, il s'en sert pour bloquer les gens, et comme ça, ils arrêtent de combattre, en fait, ça les stunt. Je sais pas comment on veut dire ça. Mais les points vitaux, c'est utilisé dans énormément d'arts martiaux orientales. Et voilà, donc je vous ai mis un petit schéma. J'en sais rien de si c'est vraiment vrai ou pas. C'est de la pseudo-science comme beaucoup de choses fait, comme l'acupuncture et cela. Des fois, il y a des trucs qui marchent, mais on ne sait pas l'expliquer, donc c'est un peu le bordel. Mais voilà, ça serait des points qu'on peut utiliser pour se bagarrer. T'agis sur les points d'énergie. Jamais... Ouais, exactement. Et même là, tu peux t'écraser là le dessus de la lèvre et ça va te faire quelque chose. Comme là, si tu t'écrases ça, en fait, ça va te ralentir le truc du cœur. Mais ça, c'est prouvé scientifiquement de pourquoi. Plein de trucs comme ça. Mais oui, là, si tu veux te calmer, il paraît qu'il faut que tu presses ça, etc. Faut taper partout, voilà. Surtout là. Là, je vous recommande de frapper là. Vous allez voir le mec qui va arrêter de vous emmerder.
Nous montre les techniques de torture. C'est pas de la torture. Juste frapper là, si quelqu'un vous emmerde, ici. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont du bon sens. Oui, oui, bien sûr. Oui, moi aussi, j'aime pas utiliser le terme pseudo-science, parce que c'est négatif maintenant. Mais en plein dans le feng shui. mais moi, j'adore. Donc, j'adore ces trucs-là, parce que j'aime bien... Bah, c'est comme quand je dis, moi, j'utilise autant le doliprane que les huiles essentielles, parce que je crois autant à la médecine moderne que aux médecines alternatives. Le genou, c'est pas mal. C'est compliqué, le genou. Ça résiste, hein. Faut pas croire. C'est de l'éducation, c'est différent, voilà, exactement. Ici. Dans la bistouflette. Et sinon, ici, c'est pas mal. Attention, le nez. Si vous frappez le nez, vous pouvez casser l'os qui est là, et quand ça rentre, ça tue les gens. Si vous voulez pas aller en zonzon, ne frappez pas le nez. Ah, avec le genou, oui, pardon. Oui, effectivement, le genou, c'est pas mal. Le genou ici. Le genou ici. Sinon, si vous arrivez, une bonne petite clé de bras là au niveau du cou, veillez quand même à ce qu'il ne... Oh, je pourrais tellement vous apprendre des trucs de... En gros, si vous voulez ne pas vous faire étrangler, vous vous démerdez, vous poussez le bras du mec comme ça, et en fait là, il ne peut pas serrer plus fort que votre cou, donc vous avez l'endroit pour respirer, c'est ici. Donc si vous faites étrangler comme ça, vous tapez, enfin vous vous démerdez, mais vous foutez son bras comme ça, et en fait lui il va croire qu'il continue à vous étrangler, alors que pas du tout, vous êtes en train de respirer tranquillement, et vous avez une main pour... Voilà, ou lui foutre dans les yeux si vous voulez. Terme médecine alternative, soit c'est de la médecine, mais le terme pseudo-sang est dénigré au lieu de qualifier. Alors que médecine alternative, en vrai, c'est pas si négatif que ça, donc je préfère l'utiliser parce que j'ai pas d'autres mots en fait, sinon tu dis quoi? Involontaire pour tester. La main pour tabasser les coucouilles. J'avais vu une technique avec des clés. Mais les clés, en fait, c'est juste le terme pour dire tu tords quelque chose. Regarde, clé d'oreille, c'est facile. Tu prends l'oreille et tu tords. Voilà. Tu fais des sports de combat. Coucou Aléric. Non, j'ai pris il y a très longtemps. Traditionnel. Ouais, mais je sais pas si les gens comprennent vraiment médecine traditionnelle. Ah, les clés de chez toi, d'accord. Ah oui, bien sûr. Tu mets une clé entre chaque doigt et boum, fais du MMA. Non, j'ai pris des cours de self-défense pendant une année ou deux quand j'étais en école d'ingénieur et j'ai retenu les choses. Mais oui, les clés comme ça. Bah, les bagues, pareil, hein, bien sûr. Voilà. Après, il y a des clés de main. En fait, quand la personne approche pour prendre un truc, vous êtes censé lui retourner la main comme ça. Et en fait, ça va... Tu ne peux pas ne pas avoir le bras qui fait... Et en fait, tu te retrouves comme un con avec ton bras à l'envers. Mais elle est très dure à faire, celle-là, parce qu'il faut pas se gourer de sens. En fait, il y a un sens où ça ne marche pas et un sens où ça marche hyper bien et très facilement. Même si la personne fait 100 fois ton poids. Mais faut pas se gourer. Et celle-là, je me gourais tout le temps. C'est terrible. Pour les MMA, ça reste au blabla, mais 100% traqueur. Voilà. Non, là, on parle de Détective D qui a évoqué les points vitaux. Et donc, j'en ai profité pour expliquer que c'est ici le point le plus vital à frapper en cas de problème. Et ensuite, on a dérivé un peu trop loin. Ah oui, on est d'accord que l'entraînement dans le 3, c'est n'importe quoi, là, l'entraînement d'une corde avec des scorpions qui sont en train de cramer et donc qui se jettent sur une corde, enfin, qui remontent la corde pendant que toi, t'es en train de remonter. On est d'accord que l'entraînement, c'est un peu violent, là. On va peut-être se calmer, non? Mais même le... Comment il s'appelle? Le petit médecin, il le dit. Ça va pas, non? J'étais là. Oui, c'est un peu beaucoup, quoi. Ça veut dire que c'est pas de la croyance. Alors que si, pseudo-sens, c'est dénigrant. Du coup, je marche toujours sur des œufs. Ouais, c'est ouf. Je sais pas trop de quoi dire. Bah, médecine traditionnelle. C'est vrai que Loïc a dit traditionnel. Je crois que c'est aussi utilisé. C'est peut-être pas mal en vrai. Parce qu'au moins c'est tradi. Enfin, ça se base sur un patrimoine, on va dire. Sur une histoire, je voulais dire. Pas patrimoine. Sur une histoire. Donc là, il y a le fameux dragon symbole de l'empereur, comme je vous l'ai dit au tout début. Ah, il y a le symbole. Il y a l'emblème taille aussi à un moment. L'emblème taille, c'est le... Enfin, je sais pas si c'est l'emblème, mais en tout cas, j'en ai vu énormément en Thaïlande. C'est le Garuda. Le Garuda qui est l'homme-oiseau fabuleux de la mythologie hindouiste
puis ensuite bouddhiste, ce qui est censé être le roi des oiseaux, et être censé être la monture du dieu Vishnu, aussi appelé le Vahana. Voilà, c'est l'espèce d'homme-aigle qu'on voit un moment dans le ciel. Et c'est drôle... Ah non, c'est pas drôle, parce que à ce moment-là, on parle de la... de l'espèce de secte en Inde, et donc c'est normal qu'il y ait ce symbole-là, mais à chaque fois que je le revois, je pense à la Thaïlande, parce que c'est le seul endroit où je l'ai vu vraiment partout, quoi. Bermuda? Non, pas tout à fait. Alors, le point moula, c'est bon. Nouma, tu peux revenir faire le point moula. Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, le premier détective dit, il a eu 11 récompenses, dont meilleur film et meilleure actrice dans la cérémonie des films de Hong Kong. Le deuxième a eu 7 récompenses, et le dernier, qu'une seule récompense, dis donc. Voilà. C'est pour ça que c'est marrant que tout le monde préfère le troisième, alors que en termes de popularité par les pairs, il n'y a que le premier qui... Enfin, le premier et le deuxième ont vraiment récolté beaucoup de trucs, mais ensuite, pas du tout. Alors, le point moula, vous pensez qu'il a récolté combien? Sachant que le premier, c'était 52 millions, le deuxième, 98 millions, et le dernier, vous pensez qu'il fait combien? Au moins. C'était pas un chiffre, ça, je le toine. 140, c'est moins. 79, c'est moins. C'est plus, pardon. 79 est plus. En soirée, j'aurais dû faire un... Comment on appelle ça? 110, c'est moins. 3 montagnes et 2 statues, mais on n'a pas le prix de la montagne. 100, c'est moins. T'as 2 statues, 12 millions, 24 dollars. 24 dollars. 96, c'est moins. Oui, il a fait moins que le deuxième. Mais d'un chouille, hein, en vrai. Enfin, on parle en millions, donc bon. 85, c'est plus. 89! Allez, je le donne à Loud. 90 millions. Ah, il est seulement à 90 millions. La honte! La honte. Petite descente, là. Alors que... Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, ce que j'adore beaucoup dans le 3, c'est la conclusion de fin, puisque on va faire appel... C'est honteux! On va faire appel à la négociation. Moi, j'adore le moine. En fait, le moine de fin, il me fait trop kiffer, je l'adore. En plus, sa voix, elle est tellement grave qu'elle est incroyable. La décrincolada, bon, ça va, ça reste quand même ok. Bon, après, si le budget était de 120, ça c'est moche, mais bon. Mais en gros, la fin du 3, elle est vraiment incroyable parce que c'est sur accepter sa haine et la laisser passer, en fait. Et c'est tout l'art bouddhiste de vaincre sa rancœur, sa revanche, sa colère, etc., pour aller de l'avant et faire autre chose, en fait. Et pour transformer tout ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette fin, parce qu'en fait, elle est non violente, même s'il y a la bagarre. Dee, il veut absolument... À chaque fois, même avant que le moine arrive, il essaye de négocier avec le méchant, en disant « Non, mais sois pas vénère, enfin, je comprends ta douleur, mais faisons autre chose, quoi, on n'est pas obligé d'en arriver là. » Et j'aime beaucoup cette fin, parce que, bah, c'est quand même différent de ce qu'on voit à Hollywood, dans le sens où, bah, le méchant est puni, et puis basta. Alors que là, il est pas puni, en fait, il va pas mourir. Et il va comprendre, en fait, que, bah, sa haine ne lui a servi à rien, entre guillemets. Enfin, il n'aura pas vengeance pour autant, quoi. Donc voilà, je trouve ça cool comme message. Et voilà. Eh bien, j'en ai fini avec Détective Dee. Pile poil 2 heures, incroyable, bravo. Bravo les veaux. Il y avait moins de choses à dire en vrai. Parce qu'il y avait moins de production et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est le seul avec une morale, je trouve. Enfin, les deux autres, je saurais pas résumer la morale des films. À part que l'enquête a été résolue. Ah si, à chaque fois, la vengeance ne mène nulle part, en vrai. À chaque fois, c'est une histoire de vengeance. Pour X ou Y raison, et ça mène nulle part. Mais c'est le seul, je crois, où oui, c'est le seul où le méchant n'est pas puni. Donc c'est plutôt cool, en vrai. Moi, je trouve ça plutôt cool, voilà. Eh bien, j'espère que celles qui ne les ont pas vus, ça vous aura quand même donné envie de les voir. Et puis, pour celles qui les ont vus, voilà, j'espère que ça vous aura appris des trucs, même s'il n'y a pas grand-chose à dire sur la production en elle-même.